Et de retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est de nouveau au complet avec notre invité, écrivain, journaliste M. Mbajoum et nos éditorialistes Alfred Chango et Malika Cher. Et au Cameroun, les manifestations marquant le cinquantenaire de la fête de la jeunesse ont été lancées ce lundi à Tiko dans la région de l'Ouest. Instituée depuis 1960, la fête de la jeunesse est célébrée le 11 février de chaque année. Elle traduit l'intérêt que le Cameroun accorde à cette jeunesse, une jeunesse qui a encore plusieurs attentes. C'est un reportage de notre correspondant au Cameroun, Chérif Ousmane Bardounka. Les jeunes Camerounais vont célébrer ce 11 février la 50e édition de la National Youth Day, la fête nationale de la jeunesse. Le coup d'envoi des activités marquant cette célébration a été lancé à Tiko, dans la région du Sud-Ouest. L'événement intervient en pleine campagne nationale d'éducation civique et d'intégration nationale. Les jeunes reconnaissent encore les valeurs de cette fête. La fête de la jeunesse, 11 février, marque la joie de toute la jeunesse. C'est une fête patriotique. C'est une fête qui marque, n'est-ce pas, l'appartenance des jeunes Camerounais, la fierté d'appartenir à leur pays, le Cameroun. La fête de la jeunesse représente pour moi une valorisation de la jeunesse camerounaise. Au Cameroun, la jeunesse reste la couche sociale la plus touchée par le chômage. Pour faire face à la situation, les jeunes investissent le secteur informel dans lequel s'exercent actuellement plus de 90% des actifs occupés. Plusieurs actions ont été menées par le gouvernement en vue de l'insertion sociale des jeunes et de leur promotion économique. En 2004, l'État a entrepris l'élaboration de la politique nationale de la jeunesse. Elle définit la vision des pouvoirs publics par rapport aux problèmes et préoccupations des jeunes. Malgré tous ces programmes, les attentes de la jeunesse camerounaise sont nombreuses. La jeunesse attend beaucoup du gouvernement, notamment cinquantenaire comme âge d'or. On attend voir la jeunesse dans toutes les articulations de la vie de la nation. On attend voir une jeunesse de plus en plus ancrée dans la vie de la nation et la création des emplois, la création des richesses, la création des valeurs pour mettre, n'est-ce pas, pour exploiter au maximum le potentiel que le Cameroun a. Et nous reconnaissons bien sûr les efforts consentis par le gouvernement pour la jeunesse camerounaise. Et nous voulons que le gouvernement fasse encore quelque chose de plus. L'édition 2016 de la Fête de la jeunesse sera célébrée sous le thème « Jeunesse, citoyenneté et lutte contre l'insécurité pour l'avènement d'un Cameroun émergent ». Pendant une dizaine de jours, les séminaires, les manifestations sportives et culturelles meubleront les activités des établissements scolaires. Le président de la République, Paul Biya, s'adressera aux jeunes le 10 février. L'apothéose des manifestations est prévue le 11 février 2016 avec des parades et des chants patriotiques exécutés par les élèves du primaire et du secondaire. Monsieur Mbajoum, on ne peut que saluer l'institution de cette journée de la jeunesse, mais ce qui compte, ce sont bien évidemment les actions. Comment appréciez-vous justement les actions menées par les autorités camerounaises pour favoriser l'émancipation de la jeunesse et surtout lui créer de l'emploi? Quand cette fête a été lancée il y a 60 ans, en 1960 Oui, en 50 ans, 56 ans bientôt. Effectivement, on s'occupait des jeunes. Il y avait les centres de formation pour jeunes, il y avait la scolarité, etc. Bon, c'était vraiment de l'engouement et tout. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'État fuit un peu ses responsabilités en pensant que recruter des jeunes dans la fonction publique, puisque la fonction publique est devenue le principal employeur. Est-ce que c'est ça la solution? Non. On aurait dû créer des centres de formation, c'est-à-dire pas seulement l'éducation livresque, mais des centres de formation professionnels. Par exemple, je ne pense pas qu'il y ait au Cameroun actuellement, par exemple, une grande école où on peut former des mécaniciens, des plombiers, des maçons, etc. C'est difficile. Parce que tout le monde aspire à aller dans la fonction publique, c'est le plus simple. Et quand l'État recrute, on dit bon, l'État va recruter, les concours qu'on lance, la police, administration, c'est toujours la fonction publique. Et résultat, comme pour un petit poste, on a besoin de 300, on ouvre un concours pour 300 places, il y a 10 000, 15 000 candidats, y compris même des diplômés de l'enseignement supérieur. Il n'y a aucune solution possible avec ça, c'est pas viable. Il faudrait donc, à mon avis, créer des centres de formation professionnelle où on va orienter la plupart de ces jeunes en leur faisant comprendre que les diplômes comme le bac et tout ça aujourd'hui, ça ne nourrit plus tellement son homme. Essayez de trouver d'autres solutions intermédiaires et on va vous aider pour ça. Moi, je pense que c'est la meilleure façon d'essayer de régler le problème. Mais si ce n'est que pour chaque fois dire que la jeunesse est le fer de lance de la République,
Vous savez, au Cameroun, les gens blaguent. Ils ne disent pas le fer de lance, mais ils disent le fer de danse de la République. Donc, vous comprenez, c'est déplorable, c'est triste. C'est triste. Il faudrait qu'on prenne vraiment, que les autorités prennent conscience sérieusement de ce problème. Alfred, M. Mbajoum parlait de jeunesse oubliée. Est-ce que vous reprendrez ces termes ? Je ne suis pas l'un de penser pareil, puisque 50 ans après l'inauguration de cette fête-là, on en est où aujourd'hui de l'insertion, de l'intégration de la jeunesse dans la vie active? Quand on prend le taux de chômage justement de la jeunesse, on voit qu'il est très élevé, que la plupart des jeunes sont dans le secteur informel et que donc on aurait pu effectivement trouver, en réalité au Cameroun comme dans beaucoup de pays africains, nous sommes restés encore dans ce vieux schéma colonial qui consistait justement à faire de longues études et puis à entrer dans la fonction publique. On aurait pu prendre des mesures justement pour dire aujourd'hui le monde change. Le Cameroun a besoin justement de ces petites mains qui au quotidien transforment la vie de tous les jours, c'est-à-dire les maçons, les plombiers, les électriciens, les jeunes agriculteurs formés qui peuvent effectivement soutenir le secteur de l'agriculture pour justement aider à régler le problème de l'insécurité alimentaire et pouvoir ensuite gagner, n'est-ce pas, aussi par le produit de leur vente, de leur travail. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites, que la commémoration c'est bien, ça rappelle, mais ça n'est pas efficace. L'argent qu'on met pour organiser la fête, on aurait pu l'utiliser ailleurs, pour la formation ou pour autre chose. Malik, peut-être rappeler la thématique de cette journée de la jeunesse, jeunesse, citoyenneté et lutte contre l'insécurité pour l'avènement d'un Cameroun émergent. Il est vrai qu'à l'heure où le Cameroun se bat contre le terrorisme, la meilleure manière de se battre contre ce fléau, c'est bien évidemment de lutter contre l'enrôlement de cette jeunesse. Oui, et la jeunesse, c'est le meilleur rempart contre justement le terrorisme, parce que c'est elle qui est la première visée. Et vous parlez d'endoctrinement. Et ça, c'est essentiel. Il faut éduquer davantage la jeunesse africaine. Ça ne concerne pas uniquement le Cameroun, ça concerne tous les pays africains, d'où la nécessité de l'État de mettre le paquet dans l'éducation. Ce n'est pas une dépense vaine, c'est une dépense nécessaire justement pour se prémunir des problèmes sécuritaires, mais des problèmes aussi sociaux. Effectivement, je vais faire court, mais je partage tout à fait ce qui a été dit par Alfred et notre invité. On a fait souvent rêver les jeunes en disant faites des sciences humaines, intégrer la fonction publique, mais je pense qu'il faut aussi avoir cette pédagogie et de leur faire comprendre l'actualité du marché dans lequel on se situe. Et malheureusement, il y a des formations qui sont actuellement en inadéquation face au marché économique. Et ça, c'est très difficile de le faire comprendre à des jeunes qui pensent la fonction publique comme un parcours de sécurité. Malheureusement, c'est très difficile. Et moi, quand même, on se rappelle dans l'histoire africaine que les jeunes ont été très actifs au lendemain de l'indépendance. Ils ont pris les rênes du pays très tôt. Ils ont permis à cette Afrique d'émerger sur le plan du tiers-monde. Donc il faut faire confiance à cette jeunesse. Et la première conférence internationale de l'initiative de la transparence dans le secteur de la pêche a pris fin ce mercredi. C'était en Mauritanie. Elle s'est soldée par l'adoption par le pays hôte, par le Sénégal, mais aussi par l'Indonésie de la déclaration de Nouakchott. Une déclaration qui sera également proposée aux autres pays côtiers du continent africain. C'est un reportage de Franck Noudofina. En tout cas, la déclaration de Nouakchott sur la transparence dans l'industrie halieutique reconnaît que des rapports réguliers sur les captures de pêche sont vitaux pour maintenir la qualité et la diversité des ressources de la pêche. Adoptée dans un premier temps par la Mauritanie, le Sénégal et l'Indonésie, cette déclaration sera proposée aux autres pays côtiers d'Afrique. L'initiative de transparence dans le secteur de la pêche soutient en effet l'un des objectifs phares de développement durable, ODD, à savoir conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines. À l'image de ce qui se fait dans des industries extractives, le secteur de la pêche également est intéressé par beaucoup plus de transparence dans la gestion de la ressource également, pour que les populations puissent en tirer le maximum de profit. Aujourd'hui, il est établi qu'il y a une raréfaction de la ressource et que des mesures importantes doivent être prises pour que cette ressource serve d'abord
aux pays qui ont un littoral, mais également que les différentes conventions qui lient ces pays avec d'autres pays pour pêcher dans leur secteur, dans leur zone, puissent être revues de manière transparente. L'initiative lancée par la Mauritanie sur la transparence dans le secteur de la pêche veut à terme avoir une dimension continentale. Elle signale, selon les organisateurs, les débuts de la fin d'une confidentialité des contrats de pêche qui facilite la surpêche partout dans le monde. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui implique beaucoup d'engagement et qui aura besoin de beaucoup de construction. Ce n'est pas immédiat, mais avec la volonté et l'engagement, il est clair que nous atteindrons les objectifs de gestion transparente des ressources halieutiques qui constituent encore une fois un défi prioritaire pour notre continent. Pour permettre aux prochaines générations de bénéficier des produits de la pêche, les participants à la rencontre de Nouakchott ont souligné l'importance d'une lutte sans merci contre la surpêche industrielle. La question de la protection des pêcheurs artisanaux a également été abordée. Malik, cette déclaration sur la transparence dans le secteur de la pêche, c'est une initiative mauritanienne. Rien d'étonnant quand on sait que ce secteur est le deuxième de l'économie nationale après les mines. Oui, c'est un secteur important pour la Mauritanie. Et là, je pense que c'est un bon exemple d'essayer justement de mettre un peu plus de transparence dans un secteur, malheureusement, parfois qui souffre de pillage. Certains navires étrangers, dans d'autres, dans le golfe de Guinée, pas seulement dans cette région-là, mais dans toutes les côtes africaines, ça donne à cette pratique-là. Donc il est important justement de mettre en place cet outil de transparence et de le proposer aux autres pays africains. La Mauritanie a lancé ce procédé depuis longtemps, notamment aussi sur le plan environnemental, essayer justement de valoriser les ressources naturelles et de faire en sorte d'avoir une pêche qui soit durable. Donc il faut saluer cette initiative. Il faut qu'aussi il y a des initiatives qui sont faites aussi avec les pays riverains de la Mauritanie pour justement pour ne pas avoir des problèmes de surexploitation d'un côté et de l'autre, pour coordonner justement la pêche des pays qui sont sur le golfe de Guinée et la côte atlantique qui est très poissonneuse et qui représente véritablement un secteur économique important pour le pays. Alfred, on salue bien évidemment l'initiative mauritanienne. Cette déclaration, encore faut-il qu'elle soit effective, qu'elle soit appliquée par les pays signataires, mais aussi que les autres pays côtiers du continent adoptent cette déclaration. Amira, c'est justement le problème de tous ces sommets, de toutes ces réunions internationales. C'est facile effectivement d'arriver à une déclaration de Nouakchott, mais le véritable problème, c'est la transformation de cette déclaration en action auprès de chaque État environnant, mais surtout au niveau international. Puisque de quoi souffrent ces pays-là, c'est le fait que des navires de gros tonnage viennent pêcher illégalement dans les eaux de la plupart de ces pays et privant justement les pêcheurs nationaux de leurs droits, de leur production halieutique. Donc effectivement, c'est bien, mais il faut passer au stade suivant qui est celui de convaincre tout le monde de signer et d'appliquer justement cette déclaration-là. Ça serait effectivement une très bonne chose à la fois pour les pays du bassin du golfe du Bénin et puis pour les populations environnantes. Merci Alfred. Merci beaucoup Amira, ça a été un bonheur de vous retrouver sur ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices aussi merci et je souhaite un prompt rétablissement quand même. Merci Alfred, je suis sûre que je vais me guérir très rapidement. Merci à vous également Malik. Merci Amira, un bonheur partagé également et bonsoir à tous ceux qui nous ont suivis. Et merci à vous, Monsieur Mbajoum. Je rappelle que vous êtes écrivain et journaliste. Merci pour vos analyses. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation déjà. Puis je vous souhaite aussi une très bonne santé et à tous les téléspectateurs d'ailleurs. Et en souhaitant que l'Afrique se réveille et prenne vraiment en main ses responsabilités et que qu'on n'assiste plus à cette triste image que l'on voit à longueur d'années, les Sud-Africains, les Sud-Sahariens qui traversent l'océan pour venir en Europe dans des conditions tellement aléatoires que beaucoup y laissent leur vie. Ça fait mal au cœur, mais bon, espérons que les gens vont prendre conscience de ça et que les choses vont rentrer peut-être dans l'ordre. Voilà. Merci, M. Mbajoum. Merci à Africa 24 de contribuer un peu à la pas dénonciation, peut-être dans le sens négatif, mais de lancer
un peu des piqûres de rappel à nos autorités pour qu'elles puissent prendre vraiment pleinement conscience de la gravité de la situation. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est pas fini. On se retrouve demain, en cette semaine toujours consacrée, rappelons-le, au Bénin. À très vite et encore merci de votre fidélité.